Oh là là, Alexandre, mais quel match, Ouais, on y a cru jusqu'au bout. C'était incroyable, cette ambiance. Ouais. Et vous y avez cru aussi, hein, je suis sûre. Ah bah j'imagine la Suisse qui a failli créer l'exploit face à l'Allemagne et finalement, il y aura eu égalisation, un partout. Ouais, on l'a vu, une ambiance de folie dans les fan zones de Gland et de Nyon. Les gens arrivaient au fur et à mesure et s'ambiançaient, c'était la folie. Incroyable. Ouais, l'Euro de football, en tout cas, direction les 8e de finale pour la Nati. Mais il n'y a pas que l'Euro, il y a plein d'autres sports et notamment dans notre région. Toi, tu vas nous parler d'un sport mental. Qu'est-ce que c'est ? Un art martial chinois, le jeu de Go, version d'échecs, mais version chinoise avec des pions noirs et blancs. C'est Pierre Cadillac qui a initié ses élèves du côté de Coinsin. C'est devenu la spécificité de l'école de Coinsin. Donc tu vas voir les enfants de ses élèves. Jeu de Go, version mentale. Allez, c'est parti. Bonne émission. On travaille ensemble, Andrea. À tout à l'heure. Et nous, en plateau, on reçoit le Nyon Basket féminin qui présente ses effectifs pour la prochaine saison et qui annonce une nouvelle, jouer au niveau européen. Alors pourquoi ? On va le savoir. Et en fin d'émission, on reçoit le HBC Nyon en handball qui présente son nouveau coach. Voilà, vous êtes bien installés ? Fais voir ta région, c'est parti. Et on commence cette émission bien sûr avec l'actualité sportive et voici les résultats sportifs du week-end, c'est Jeux 7 et match. Et on débute Jeux 7 et match, bien sûr, avec l'Euro de football. On y a cru jusqu'au bout, cette victoire de la Suisse face à l'Allemagne dimanche soir. Vous voyez l'ambiance ici depuis la fan zone à Nyon arrive. Alors finalement, score de 1 partout dans ce match. Il y avait du monde aussi à la fan zone de Gland pour le voir dans la cour des Perrerets. C'était organisé par le Futsal Club de Gland à l'occasion de son street tournoi. Et puis pour l'Euro et pour la Nati, direction les 8e de finale. Ce sera samedi à 18h. Un mot sur le triathlon de Chaiseray qui a eu lieu samedi, organisé par le CNN. L'événement réservé aux 10-13 ans a rencontré un joli succès malgré la météo avec 8 ans de participants et plus de 35 bénévoles. Les athlètes de la Côte ont réussi à s'illustrer dans toutes les catégories sur les podiums, de bon augure pour la dernière étape de Regio League le 17 août à Estavayer avant les finales à Lucerne en septembre. Et en twirling bâton, on vous en parlait la semaine passée, la première édition de l'Open de Nyon était un succès selon les organisateurs du Twirling Sport Nyon. Du monde était au rendez-vous et les Nyonnais ont offert de belles performances pour clôturer la saison nationale. 3 troisième places, 6 deuxième places et 1 première place. Le Twirling Sport Nyon se dit prêt à réitérer l'expérience. Direction maintenant la Coupe d'Europe en Croatie début juillet. En waterpolo, Aquatics Club La Côte a remporté son dernier match de la saison samedi à Colovray face à Bâle avec une victoire 17-15 qui met du baume au cœur à ces Nyonnais qui terminent 8e au classement de LNB, soit avant-dernier après une saison décrite comme très compliquée par son président Stéphane Ferrer. Après des soucis de piscine qui ont vu leur entraînement réduit, puis un changement de coach en plein milieu de saison, il y a eu un enchaînement de défaites qui est venu fragiliser l'équipe. Mais le club se veut rassurant pour la saison prochaine, toujours en LNB. Le président veut miser sur les jeunes pour renforcer la première équipe et à noter l'Open Swim Stars qui aura lieu à Prangin le 28 juillet. Et on termine avec la lutte. La compétition au Lac Noir dimanche n'a malheureusement pas été fructueuse pour le lutteur de Mont-sur-Rolle, Mickaël Matet, qui a terminé 50e sur 90 au classement général. Mais direction maintenant la fête cantonale vaudoise qui se déroulera samedi à Palaisieux. Mickaël y participera aux côtés de Lucas Berthet pour aller chercher des couronnes. Alors Andrea, ça y est, tu es bien arrivé à destination. Tu vas nous présenter un art martial de la pensée, un jeu de Go, c'est ça ? Il faut que tu nous expliques tout. Exactement, alors on va tout expliquer Alexandre. Je suis en compagnie de Pierre. Bonjour Pierre. Salut Andrea, enchanté de vous voir venir au club de Go de Coinsin. Du coup, ici, on a des élèves qui sont à l'école. Moi, je suis leur prof de musique, mais je suis aussi leur prof de Go, puisque ça a pris une ampleur assez importante assez rapidement. Et là, on va vous les présenter, puisqu'il y a pas mal de personnages importants dans ce club. Ouais, mais Pierre, déjà, le jeu de Go, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, je mets la charrue avant les bœufs. Alors, le jeu de Go, c'est un jeu de stratégie chinois qui a plus de 2000 ans. C'est pas trop. Il y a des traces d'écrits dans les écrits de Confucius. Donc, ça date, mais c'est toujours d'actualité. La durée de vie est infinie. Et en fait, c'est un très bon prétexte pour faire passer des valeurs que je trouve géniales, comme le partage, la confiance en soi, le respect de l'autre, la maîtrise de ses émotions, tout un tas de trucs assez chouettes. Ouais, alors là, on voit, il y a plein d'élèves qui sont en action, Pierre, et puis il y a des tables, il y a des ordinateurs aussi, donc on joue virtuellement et puis en plateau.
Oui, alors en fait, je privilégie évidemment le jeu avec la personne, mais quand ils font un passage de grade, c'est intéressant de les faire jouer sur l'ordinateur parce qu'on peut revenir en arrière sur les coups qu'ils ont joués. Et ça permet de leur expliquer comment jouer mieux et éviter de refaire les mêmes erreurs, apprendre de ces erreurs. Très bien, alors on va aller à la rencontre de ces élèves. Je vais commencer par les filles. Tiens, bonjour, qui es-tu? Mélanie. Mélanie, qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu de Go? Bah, je trouve intéressant d'apprendre ça et ouais, c'est cool de jouer avec des amis et tout ça. Ouais, comment elle se passe cette partie pour toi? Bah, pour l'instant, on est au début, donc personne ne gagne, mais c'est assez cool. Ouais, statu quo pour l'instant ici chez la table des filles, ici derrière. Alors tu vas voir, il y a des ordinateurs. Bonjour, qui es-tu? Alessio. Alessio, est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire? Comment ça va cette partie? Alors là, je suis en train de faire une partie pour m'entraîner pour pouvoir battre après quand j'aurai le niveau l'ordinateur et puis passer le badge. Donc là, tu joues contre un ordinateur, contre un robot, c'est ça? Ouais. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, je suis en train d'essayer de lui capturer un groupe et puis j'ai des pierres en danger, donc j'ai un coup à faire après pour plus tard. D'accord, donc toi, tu es les blancs, tu es les noirs? Je suis noire. Tu es le noir, très bien. Ben, merci, on va continuer par ici. Donc là, comment ça se passe? Comment ça se présente cette partie? Je suis en train de lui apprendre des coups, une technique. D'accord, et tu t'appelles comment? Émile. Émile, très bien. Et puis là, je crois qu'il y a un spécialiste, nous montre Pierre. Je vais juste me permettre de tourner la caméra. Voilà, on les a, on ne bouge plus. Qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Nathan. Et puis, en fait, avec Pierre, à Nyon, on a ouvert un club de Go. Parce que on avait un local avec mes parents. Enfin, mes parents, ils avaient un local. Et puis, j'ai proposé à Pierre d'ouvrir un club. Donc, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Le message est passé, mais explique-nous, qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu, toi? J'aime bien un peu la stratégie parce que c'est comme les échecs, mais différent. Donc, j'aime bien aussi le concept un peu que ce soit des pierres aussi. Et puis que si on relie, ça assemble les vies. J'aime bien un peu la stratégie du jeu aussi. Très bien. Et puis Pierre, vous me disiez tout à l'heure que lorsque vos élèves sont en retenue, vous les emmenez ici dans ce jeu. Donc je crois que c'est le cas. C'est plutôt sympa ça comme retenue. C'est plutôt cool. Ouais. Alors, du coup, la première question que je leur pose en général, c'est pourquoi je t'ai retenu et je te fais jouer à un jeu? Ça paraît un peu paradoxal, mais je suis de ceux qui pensent que de passer un bon moment agréable avec ses élèves, ça permet de créer des liens et d'éviter justement que les élèves bavardent en classe, ce genre de choses. Et ça a plutôt bien marché avec Nolan que je vous présente. Ouais. Bonjour Nolan. Comment elle se passe cette retenue au jeu de Go? Ça passe vite, plutôt vite, à rapport aux autres retenues. Et c'est sympa de communiquer avec le prof, de faire ce jeu. Et c'est très chouette, très sympa. Et j'aime bien les jeux où il faut réfléchir et tout. Oui, parce que c'est vrai que c'est un jeu de stratégie. On a vu là tout le monde en action. Évidemment que vous pouvez rejoindre tout le monde, on le rappelle, au club Pierre. Quelles sont les indications qu'on peut donner justement si on a envie de venir jouer au jeu de Go? Si on veut devenir joueur à Nyon, c'est très facile. Il y a le club qui s'appelle les GOAT, Greatest of All Times. C'est les élèves qui ont choisi le titre. Et du coup, c'est ouvert à tous. Donc, on a un acupuncteur, un retraité, des élèves. Et tous, on partage un très bon moment convivial et de concentration. Donc, n'hésitez pas à venir, à regarder la chaîne Les Génies Jeux de Go, parce que j'essaie d'y expliquer à un public familial. Moi, mon but, c'est que tout le monde ait accès au jeu, pas juste les ingénieurs et les mathématiciens, quoi. C'est vraiment un jeu créatif. Tout à l'heure, on a vu Alessio. C'est vraiment quelqu'un qui a une imagination débordante et sous peu, on va faire une émission avec lui parce qu'il a inventé des coups et il fait des parallèles avec les contes de Grimm. Il y en a un qui l'a appelé la hutte de Baba Yaga. Donc, les élèves arrivent à dépasser le maître au jeu de Go. Pierre, merci pour la visite. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao. Merci beaucoup Andrea, bonne journée et puis travaille encore le mental parce que ça n'a pas l'air facile cette histoire. Merci, bonne journée, bonne rentrée chez nous. Alors les GOAT, justement, c'est peut-être elles, les joueuses du Nyon basket féminin, parce qu'elles ont fait vibrer le sport à Nyon cette année, souvenez-vous, en tenant tête aux favorites de Fribourg en 5 matchs de finale pour être finalement sacrée une 3e année consécutive vice-championne suisse. La saison prochaine, pas de quartier, c'est la Coupe
ou rien. Les ambitions sont affichées. Le Nyon Basket féminin dévoile ses effectifs et annonce jouer au niveau européen. On en parle avec la présidente du club et le coach de la première équipe. Je vous en prie, Karine Moura, Loane Morand, venez me rejoindre. Voilà, Karine Moura, bonjour. Bonjour. Comment Alexandre, ça va? Ça va bien, merci. Oui, Loane Morand, bonjour. Bonjour. Alors, asseyez-vous ici. Bienvenue à tous les deux dans Fais voir ta région. J'ai l'impression qu'on se quitte plus. Ouais, on le disait, voilà, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Pourtant, la dernière fois, c'était ici. Vous étiez tous les deux pour parler. On va le revoir en images, revivre cette grande finale en 5 matchs. Je le disais, le Nyon Basket féminin face à Fribourg. Mais alors là, ça y est, le nouveau goal qui est affiché, c'est de jouer au niveau européen à l'European Women Basketball League. On va continuer à voir les images de basket et puis on va les commenter. Loane Morand, pourquoi jouer au niveau européen? Qu'est-ce que c'est que cette European Women Basketball League? Dites-moi tout. Atteindre le niveau européen, pour nous, c'était important parce que ça a marqué un step dans notre évolution. On savait aussi que pour briller au niveau national, il fallait qu'on aille jouer à l'international, pour attirer certaines joueuses, pouvoir aussi compléter notre effectif et prendre en expérience. C'était important pour nous aussi de prendre en expérience. Et le WBL, du coup, c'est une ligue qu'on peut considérer comme la 3e division européenne au niveau féminin. Fribourg, elle joue à l'Eurocup, c'est la 2e ligue européenne, et vous jouerez en 3e. Ouais. Donc c'est une ambition affichée, Karine Moura, de jouer en Europe. Ça représente quoi pour le club? Ça représente un pas supplémentaire, ça représente qu'on avance dans notre budget, dans notre projet, pardon. Oui. Et c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Comme je l'ai dit, cette aventure européenne, il fallait qu'elle soit pérenne. Donc pas faire une espèce de une fois un one-shot comme on dit, c'est que voilà, il fallait qu'on soit prêt sportivement. Financièrement aussi, parce que, évidemment... Vous le disiez avec un lapsus, mais révélateur, c'est vrai. Le budget, du coup, ça fait augmenter le budget aussi, tout ça, de jouer en Europe pour le Nyon Basket féminin, ça représente quoi? Ça fait augmenter le budget aussi, mais c'est surtout qu'on a des partenaires supplémentaires qui, cette année, se sont engagés avec nous pour pouvoir faire cette expérience européenne. Donc j'aime aussi bien le dire, c'est que c'est pas qu'on a pris du budget sur le mouvement jeunesse ou sur le club, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a aussi grandi financièrement et on a des partenaires qui nous rejoignent spécialement pour ça. D'accord. Loane Morand, alors jouer en Europe, ça permet, on imagine, de gagner de l'expérience, vous venez de le dire, mais jouer aussi sur cette Ligue européenne, on imagine que ça permet de placer ses pions aussi pour construire l'avenir et en fait de faire partie de ce réseau européen à un niveau supérieur. Oui, puis c'est clairement une ambition d'évolution du club, de pas que s'arrêter sur le WBL, mais d'aller un jour en 2e division, jouer l'Eurocup. Et ce step en 3e division était quelque chose de réalisable et à un niveau aussi, on allait être compétitif. Ça nous a assuré un certain nombre de matchs durant la saison au niveau européen, ce qui était important pour notre première expérience, et de pouvoir aller se tester à l'international avant d'aller se confronter au niveau du dessus. Ouais, donc voilà, cette ambition européenne. On imagine aussi, pour vous, coach, ça permet aussi de regarder aussi qui seront peut-être les prochaines étrangères de demain. On va parler des effectifs après, mais il y a aussi de ça, non ? Oui, bien sûr, on rencontre du monde, on voit jouer d'autres joueuses, on va voir aussi d'autres façons de jouer au basket, c'est ce qui nous intéresse aussi. Après, voilà, en Suisse, on a un nombre d'apports étrangers qui est limité. Donc, avec 3 imports, on ne peut pas non plus construire un effectif avec ça. Notre but est vraiment de construire notre effectif autour de nos joueuses suisses et après de compléter avec peut-être des joueuses qu'on va rencontrer ou des joueuses qui sont déjà chez nous et qui resteront. Karine Moura, on va parler justement des effectifs parce que vous les avez annoncés aussi ces dernières semaines. Qui sont les joueuses justement qui restent? Déjà, un petit mot, je reviens quand même sur ce budget, mais juste pour savoir, il est de combien? Parce qu'on va voir dans les effectifs aussi, vous avez attiré, si j'ose dire, des gros poissons dans vos filets. Vous avez conservé aussi certaines joueuses étrangères. Aujourd'hui, ça veut dire aussi qu'il y a un step qui est mis au-dessus financièrement. C'est de combien le budget du NBF pour la première ligue? C'est-à-dire que, par exemple, voilà, jouer une saison européenne, il faut compter quand même bien entre 40 et 50 000 francs de plus par rapport à un budget, on va dire,
saison en Coupe Suisse. Ouais. Et pour la première équipe, pour les effectifs, l'achat d'étrangères aussi, il y a eu une augmentation pour la saison prochaine ou pas? Oui, parce qu'en fait, les partenaires qui rentrent rentrent essentiellement pour donc cette compétition européenne, donc ce qui implique les déplacements, les inscriptions, mais aussi du coup une part qui va être attribuée aussi à la masse salariale des joueuses pro. Donc au total, on arrive à combien pour la première équipe? On arrive aux alentours. Non, mais dites-le. Non, on va dire que c'est à peu près, on va dire 400 000 francs. Ouais, 400 000 francs de budget pour la première équipe. Ce qui est très bas. Voilà, alors, oui, effectivement, derrière aussi Elfique Fribourg qui a un budget supérieur. Alors, les joueuses, voilà, on les voit justement à l'image. Ça, c'est les premières joueuses confirmées. Les Suissesses, qui font partie depuis plusieurs saisons, avec la capitaine au centre, Laure Margot. Loane Morand, c'était important de solidifier aussi le noyau dur de cette équipe? Oui, et puis de continuer avec notre identité. On voulait garder nos joueuses internationales. C'était aussi un groupe jeune avec qui on peut construire l'avenir. Donc, c'était notre priorité et nos premières discussions se tournaient vers ces joueuses, effectivement. Ouais. Il y a le retour aussi, on va la voir, de Myriam Ouro-Nilier, si je prononce bien. Là aussi, c'était une joueuse ukrainienne, sauf erreur, qui avait déjà joué il y a 2 ans de cela à Nyon. Pourquoi est-ce qu'elle revient, Loane ? Déjà parce qu'on a eu une relation et un échange quand elle était à Nyon extraordinaire. C'est une super joueuse, une personne magnifique. Et aujourd'hui, attirer des joueuses de niveau Eurocop dans un projet comme le nôtre, ça reste compliqué ou un challenge. Et elle, elle a adhéré au projet, elle a adhéré au club, elle fait partie de la famille du NBF et c'est pour ça qu'elle revient chez nous. Karine Moura, il y a aussi la confirmation que Marjorie Capréau, qui était votre meneuse la saison passée, qui malheureusement a terminé la saison avec une blessure, ça y est, vous avez confirmé la garder dans vos rangs. Pourquoi ? C'était un gros point d'interrogation en fin de saison, je me souviens, et là finalement vous confirmez, vous gardez Marjorie. On confirme avec Marjorie parce que on a aussi parlé du projet à Marjorie. Marjorie, c'est vrai, c'est une joueuse expérimentée. On parle plus de son CV XXL, mais c'est aussi quelqu'un qui veut nous faire passer un step sur le plan européen, sur la scène européenne. Je pense qu'elle va aussi pouvoir apporter de son expérience, parce que nos joueuses suisses maintenant commencent à avoir de l'expérience au niveau du championnat suisse basket, mais ça va être tout nouveau pour elle. Donc ça a été aussi important. Aussi pour la transmission avec nos jeunes joueuses. Donc c'était pour nous une suite logique. Et pour elle, c'était aussi un challenge supplémentaire vraiment par rapport à l'histoire du Nyon basket féminin, parce qu'avec Marjorie, il faut savoir que oui, c'est une histoire sportive, mais aussi avant tout une histoire humaine qui a complètement adhéré à la philosophie, aux valeurs du Nyon basket féminin et qui veut nous aider à continuer de grandir. Dans les étrangères, vous avez annoncé l'américaine Sam Breen. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Loane ? Pourquoi cette recrue ? Alors c'est notre dernier rapport qu'on a conclu. On avait construit l'effectif et il fallait venir renforcer 1 ou 2 postes. Sam est assez polyvalente en jouant soit ailière, soit ailière forte, donc en pouvoir assumer 2 positions. Et on voulait une joueuse qui avait une expérience européenne. Elle a fait une très bonne saison en Finlande l'année passée. Et très bonne joueuse universitaire aussi à l'université de Massachusetts quand elle était aux États-Unis. Et de nouveau, nous, le côté humain et profil est très important. Et après avoir fait quelques échanges, on a vraiment accroché. Vous avez accroché avec cette Américaine. On verra justement ce qu'elle vaut sur les terrains. Et puis alors là, moi, j'aimerais un mot quand même parce que vous avez piqué la meneuse de Fribourg, Naomi Taki. Alors, je le dis comme ça en rigolant que vous l'aviez piqué, mais là, on sent clairement. Alors là, c'est l'ambition, c'est pas de quartier pour Fribourg. On va clairement chercher une recrue chez elle, Karine Moura. Oui, alors après, ça fait partie du sport, les transferts en fin de saison. Nous, il faut savoir aussi que les coachs ou les présidents d'autres clubs téléphonent aussi à nos joueuses. On va dire que ça fait partie du sport. Mais c'est vrai que le profil de Naomi nous plaisait beaucoup, justement pour rebondir par rapport aussi à Marjo.
Elles ont joué d'ailleurs ensemble à Fribourg la saison passée jusqu'à Noël. Donc c'était aussi pour nous une façon de continuer à faire grandir Naomi, de venir en complément avec Marjorie. Mais comment vous réussissez à faire ce genre de transfert-là, Lohan? Parce que Fribourg est au sommet, et là on se dit, bon, elle vient chez vous, alors d'accord, il y a peut-être une offre qui est alléchante, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que cette joueuse voulait quitter Fribourg simplement, ou était attirée par autre chose à Nyon? Je pense qu'aujourd'hui, nous, on se place vraiment comme le grand challenger de Fribourg et avec un projet qui parle. Et nous, Naomi représentait aussi le futur du basket suisse. Et ce qu'on lui proposait comme responsabilité et comme, comme projet à moyen terme était peut-être intéressante pour elle. Et voilà. Vous me disiez hors caméra aussi qu'il y a le côté public, parce qu'on a senti l'effervescence du public nyonnais par rapport à votre club, votre équipe. Il y a de ça, Karine Moura, je crois, qui séduit aussi au Nyon Basket Féminin. C'est vrai que dans les discussions qu'on a, les joueuses souvent nous disent que quand elles viennent au Rocher, spécialement là, le dernier match de play-off, toute une communion de la ville du Rocher qui était enflammée. Et ça, c'est vrai que par rapport à une joueuse, de jouer des matchs devant un tel public, ça fait aussi pencher la balance. Ouais, effectivement. Mais pour dire par rapport à Lohan, c'est vrai que ce qui est aussi important quand on discute avec des filles, c'est un projet qu'on offre à moyen terme. C'est-à-dire que on parle pas que d'une saison. Alors, on signe une saison, mais il y a tout un projet, il y a vraiment des objectifs de club. Entre autres là aussi avec l'Europe, et ça je crois que ça parle aussi aux joueuses de voir qu'il y a une vision claire, de savoir où on veut aller. Ça c'est toujours important dans les négociations avec les filles. Bon, Lohan Morand, il y a du travail alors, Mais comme toujours. Parce qu'il y a un championnat avec une coupe à aller chercher, et maintenant il y a des matchs en Europe aussi. Ça va, vous êtes prêts? Mais oui, et comme vous venez de le dire, il y a du travail, mais c'est pour ça qu'on aime faire ce job, et c'est ce qui est ultra motivant, c'est que rien n'est acquis et que tous les jours il peut avoir du changement, donc on est prêt. Bon, alors donnez-nous des dates justement de calendrier. L'Europe, ça commence quand? Le championnat suisse, ça commence quand, Lohan? Alors, championnat suisse, ça sera fin septembre, vraisemblablement. On n'a pas encore de date précise. Et l'Europe, ça sera 3 spots, donc sur 3 week-ends entre octobre et février. Et vous viendrez justement tous les deux nous donner des nouvelles avec les joueuses et vos nouvelles recrues. Karine Moura, présidente du NBF, merci. Merci à vous. Et Lohan Morand, coach de cette première équipe, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Je vous raccompagne. Voilà, je vous raccompagne. Je vous souhaite surtout une bonne journée. Merci, et puis bon préparatif de saison. Merci Lohan, merci Karine. À très bientôt. 3 mois après avoir terminé sa saison de Première Ligue, comment vont les handballeurs du HBC Nyon et TCGG? Le HBC Nyon a vécu son assemblée générale ce mois de juin et présente un nouveau coach, Lucas Soyer. Il est en plateau avec le président du HBC Nyon, Thomas Heurtevent. On les accueille. Voilà, messieurs, rejoignez-moi tous les deux. Bonjour. Lucas Soyer, bonjour. Je prononce bien déjà? Oui, très bien. Très bien. Thomas Heurtevent, bonjour. Je vous en prie. Voilà, Thomas Heurtevent, vous êtes un visage connu chez nous. Et Lucas Soyer, par contre, vous êtes tout nouveau parce que vous venez d'arriver, ça fait 1 mois justement, à cette équipe du HBC Nyon. Alors, il y a eu un changement de coaching, on va en reparler, mais déjà, Lucas Soyer, comment ça va? Comment vous vous intégrez au HBC Nyon et pourquoi avoir choisi Nyon? Ça va très bien. Je pense que moi je suis français, donc il n'y a pas énormément de choses qui changent entre le terrain français et le terrain suisse, entre guillemets. Beaucoup de joueurs qui ont évolué. Facile de s'adapter, c'est ça que vous dites? Pour l'instant, oui. En tout cas sur cette fin de saison, mais non, ça se passe très très bien. Pourquoi vous avez choisi Nyon alors, du coup? Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Si on doit remonter au tout début, ça s'est vraiment fait de manière un peu aléatoire. On s'est retrouvés un peu en contact, on va pas dire comme par hasard, mais voilà. Et puis au fur et à mesure, ça s'est fait. Et puis il y a eu des liens qui se sont créés, et puis des opportunités aussi de chaque côté. Donc voilà, c'est fait naturellement. Et on va en parler ensemble. Thomas Heurtevent, pendant qu'on voit des images justement de cette dernière saison, alors je le disais, vous évoluez en Première Ligue avec cette première équipe et vous avez terminé 4e, ce qui était dans vos objectifs, donc objectif atteint. Et pour autant, il y a un changement de coaching. Comment on l'explique? On l'explique par la situation un peu particulière de Tamash, qui habite dans le Valais, qui travaille dans le Valais, qui a une activité professionnelle à côté du handball et qui lui prend notamment beaucoup de temps, une activité saisonnière, il travaille dans la fromagerie. Voilà, donc c'était compliqué de continuer à distance comme ça
ça, tant avec nous, il était aussi engagé avec l'Académie de Léman, donc c'était très compliqué. Donc voilà, on a préféré arrêter et repartir sur un nouveau cycle. Voilà, on espère que ce cycle-là, il va durer longtemps et c'est comme ça qu'on travaille avec Lucas en tout cas, dans la préparation. Mais voilà, on est vraiment très content d'accueillir Lucas cette année qui va amener un souffle nouveau. Ça va vraiment très vite bien matché, que ça soit dans le contact, dans la manière de fonctionner, je dirais dans les valeurs prônées par Lucas qui se retrouvent vraiment dans ce qu'on fait dans le club. Et au niveau des ambitions, justement, alors ça y est, 4e, c'est déjà effectivement une belle place, mais l'objectif c'est quoi? C'est de jouer les barrages de promotion pour la saison prochaine? Cette année, c'est ça. C'est-à-dire que cette année, on met un step plus haut. Le club, officiellement, demande aux joueurs de jouer les barrages de promotion, donc de finir dans les 2 premiers, sachant qu'on sait qu'on a des joueurs qui sont très ambitieux et qui feront en tout cas, eux, le nécessaire. Et je pense qu'ils savent qu'avec Lucas, c'est quelque chose de faisable aussi, c'est pour jouer la montée directement. Voilà. Ouais. Lucas, quand on arrive dans un club comme ça, en tant que coach, et puis qu'il y a des ambitions claires, affichées, on ne dit pas « Allez, on vise le milieu de tableau, on sera très content » ou bien « On vise le maintien ». Non, non, là, on vise la promotion. Comment est-ce qu'on fait pour assumer ce rôle-là et puis porter ce poids sur ses épaules? C'est toujours plus sympa d'arriver dans un club qui a des ambitions plutôt qu'un club qui, on va se dire, on va jouer le milieu de tableau et puis c'est plus attrayant. Ouais. On va s'embêter toute l'année. Là, moi, j'ai eu la chance de vivre une très belle année avec le CSAV Annecy Handball en N1 fédéral, où on a fini vice-champion de France, on devait monter en Pro League. Malheureusement, financièrement, c'était pas possible. Donc, du coup, si on peut surfer sur cette dynamique-là avec le HB Seignon, ça serait top. Donc là-dessus, non, je suis très content des ambitions qui sont affichées. Ouais. Et puis surtout, c'est des ambitions qui sont réalisables et réalistes. Voilà, on sait qu'on a une équipe qui va être sympa, qui a des qualités. Et on va essayer de tout mettre en œuvre pour monter. Là-dessus, justement, Thomas Hurtevant, la saison passée, vous aviez fait un gros travail de recrutement. On avait reçu d'ailleurs des jeunes recrues françaises sur notre plateau, sur Nyon Région Télévisions. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est toujours d'une phase de recrutement, là, au niveau de l'été? Est-ce que l'équipe, les effectifs vont être consolidés par rapport à l'année passée? Comment ça se présente? Alors, on a effectivement beaucoup recruté l'année dernière. L'objectif, c'est de continuer avec la même base. Ouais. On va perdre quelques joueurs, notamment les 2 frères Terrier. Max, qui prend sa retraite officiellement, mais qui rejoint le comité. Donc ça, c'est une super nouvelle pour l'ensemble du club. Voilà, Maxime Terrier, qu'on salue pour tout son parcours de handball dans la région. Exactement. Son frère qui va faire une pause cette année. Donc voilà, on a quelques joueurs à recruter. On a déjà commencé à travailler très sérieusement avec Lucas et tous les membres du club. On a quelques signatures déjà annoncées et puis on continue effectivement à essayer encore de retrouver 1 ou 2 joueurs minimum pour rejoindre le club. Et c'est comme l'année dernière, beaucoup de travail, beaucoup de contacts. Là, on est vraiment aidé par Lucas qui a aussi un très bon réseau en France, qui s'implique beaucoup dans le recrutement. Donc c'est vraiment plus souple dans la manière de fonctionner, ça nécessite... On sent votre confiance pour la saison prochaine. Oui, parce qu'on a un noyau dur, parce qu'on a une super équipe avec vraiment des joueurs qui s'entendent bien. Ça, c'est important, qui sont très investis, qui se stabilisent aussi dans la région. Je veux dire, on a des gars qui sont... J'ai aucun doute sur la qualité de nos joueurs. Ce qui me rend encore plus confiant, c'est 1 mois de travail de Lucas et les échos que j'ai aussi des joueurs sur la qualité des entraînements, des exercices qu'ils proposent. Et ça, c'était aussi une de nos ambitions en recrutant Lucas, c'est de dire aux joueurs, OK, on change d'entraîneur, mais on vous amène quelqu'un qui va vous faire du très très bon boulot. C'est hyper important. Et ça qui va consolider le groupe, qui va consolider déjà, tout le mouvement, parce que Lucas va travailler sur la H1, mais pas que, en fait, il va travailler sur tout le mouvement de performance du côté masculin dans le club et l'ASG avec nos partenaires de TCG. Donc voilà, on continue à chercher à professionnaliser et voilà, on est tous persuadés qu'on a fait le bon choix. Ouais. Ce championnat de Première Ligue, parlons-en aussi, parce qu'on recevait il y a quelques semaines de cela le NHB La Côte, qui est l'autre club de handball de la région, qui vient d'être promu en Première Ligue. Ça veut dire qu'ils vont disputer le même championnat que vous. Il y a de la place pour 2 clubs dans un même championnat de handball, Thomas Hurtevant? Alors, si on pose la question réalistement, non. Enfin, la place, oui, elle y est, puisqu'on y est. De toute façon, c'est clair. Les 2 clubs existent, les 2 clubs vont se battre dans la même ligue. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on ne va pas se phagocyter un moment et est-ce que pour une ambition encore plus haute pour le handball dans la région de Nyon et de la Côte, on peut continuer comme ça? C'est à voir, mais je crois que c'est...
Odile Rochat du service des sports qui me disait pour grandir, il faut s'unir. Oui. Voilà, donc on verra. Eh ben, d'où ma question, est-ce qu'aujourd'hui les relations sont apaisées avec le NHB La Côte et est-ce qu'il y a des synergies qui peuvent être créées? Alors on a commencé du côté du HB Signon, on a fait des propositions de collaboration au NHB depuis 4 ans, depuis que je suis président, et donc il y a eu cette scission qui n'ont pas été suivies des faits, et j'entends les réponses négatives de la part du NHB. Malgré tout, on arrive à travailler, à communiquer. On a le même outil. Aujourd'hui, on n'a qu'une salle pour le handball, donc c'est le COSI, donc on fait les choses en commun. On essaye de trouver des arrangements pour justement optimiser nos ressources. Le NHB nous disait sur des camps de jeunes, justement, qu'il y avait des synergies déjà. Exactement. C'est-à-dire que la situation particulière de travaux dans les salles autres que le COSI fait que cette année, on devait faire le camp en même temps. Le NHB nous a proposé de séparer la salle matin-après-midi. Nous, on leur a proposé de le faire ensemble. Voilà. Et ils ont accepté cette fois, donc c'était plutôt une bonne chose. Surtout, ce qu'on a vu, c'est que pour les gamins, il n'y avait pas de souci. C'est que voilà, le premier jour, c'est un coach différent, c'est des couleurs différentes. Les gamins, ils n'en ont rien à faire. Donc voilà, tout le monde joue et le camp s'est bien passé. Ouais. Très bien. Lucas Soyer, sur le fait d'avoir 2 clubs à Nyon comme ça, vous arrivez, vous allez prendre en main une première équipe, vous allez devoir affronter. Il va y avoir des derbies, en fait, c'est ça qu'on doit dire. Est-ce que vous le voyez comme ça en tant que coach? Comment est-ce que vous le voyez, le fait qu'il y ait 2 clubs de la même ville, hein? Il va y avoir des derbies, oui. Moi, je suis issu de la région parisienne, en France, donc on a une formation un peu cogneur, etc. Et on est très attaché à nos valeurs du terroir, entre guillemets. Mais il faut distinguer vraiment 2 choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir, oui, ce derby-là, cet aspect secteur, environnement, qui sera certes important, mais il ne faut aussi pas oublier notre objectif premier, qui sera le championnat, et de se dire que ce match-là sera un match comme un autre, finalement. Oui, comme les autres équipes. Et que le NHB soit dans le bas de tableau, dans le milieu de tableau ou dans le haut de tableau. Donc pour nous, ça ne change pas forcément grand-chose, mais... le COSI va être en feu quand même à certains moments. Je pense que les Nyonnais vont venir en force supporter les 2 équipes. Mais je rebondis sur ce que disait Thomas tout à l'heure sur le fait, est-ce qu'il peut y avoir 2 clubs dans une même ville? Je reprends encore l'exemple d'Annecy. Puisque nous, à Annecy-le-Vieux, donc du coup, l'équipe va redescendre en N1 normal, territorial. Et de l'autre côté, Annecy Rouge, Annecy Handball, il y a un 2e club qui monte en N1. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous qui avions des ambitions de monter en Pro League, et derrière, avec un autre club de N1 également, du coup, aujourd'hui, il est très compliqué pour une commune de pouvoir assumer 2 clubs de haut niveau, entre guillemets, surtout si les 2 ou l'un des 2 a des ambitions. Donc, je rejoins vraiment entièrement ce que dit Thomas là-dessus, et je pense que voilà, il faudra aussi voir sur le futur comment s'organiser pour arriver à ça. Ça va être justement une affaire à suivre. Alors en termes de calendrier, dites-nous, Lucas, vous venez d'arriver, donc vous faites connaissance un peu avec les joueurs, il y a les entraînements qui se passent. On va laisser passer l'été aussi, et puis après en termes de calendrier, ça commence quand ce championnat? Alors d'abord reprise de l'entraînement tout début août. Premier match de Coupe de Suisse 15 août, si je dis pas de bêtises, très tôt. Ça sera aussi un match de préparation. Très tôt. Et puis après, début septembre, on fait journée de cohésion 24-25 août. Puis derrière, c'est tournoi du club, tournoi de préparation avec 2 équipes de LNB qui vont venir jouer, plus une équipe de National 1 française, donc ça va être un gros tournoi. Cohésion, et puis début septembre, on est parti pour le championnat. Super, les dates sont notées et puis vous êtes les bienvenus, vous le savez, quand vous voulez ici sur NRTV. Merci à tous les 2. Merci et puis bonne prise en main, Lucas, du coup. Merci beaucoup. Et puis tout de bon pour cet été, Thomas Hurtevant. Et puis on va tout de suite passer à une page d'actualité. À Nyon, il est l'un des 3 gros chantiers de cette année aux côtés de la rénovation du Rocher et de Colovray. L'école du centre-ville fait peau neuve, visite du chantier et pose de la 2e pierre en compagnie de la municipalité et d'Andrea Braslopo. L'école du centre-ville, aussi bien le bâtiment de l'école que la petite salle de gym qui est de l'autre côté de l'ancien collège, sont le résultat d'un concours d'architecture et ils ont été construits en fait l'un après l'autre entre 1906 et 1908. On est en pleine période en fait de phénomènes, on va dire, qui ont marqué les bâtiments scolaires et notamment des bâtiments scolaires primaires de cette époque-là. Donc c'était le Heimatstil en ce qui concerne en fait l'expression du bâtiment et c'était l'hygiénisme en ce qui concerne justement vraiment le programme qui était mis en œuvre, qui comprenait des douches, des vestiaires. Donc il y avait vraiment cette préoccupation. Je vous montre là le plan type de cette école. Il est tout simple. On trouve en fait à chaque niveau 3 unités, donc 3 salles de classe a priori.
Et puis, on trouve un très grand vestibule qui se retrouve grosso modo à tous les niveaux. Tout cet escalier, évidemment, qui est aussi d'origine, qu'on va simplement nettoyer un peu, sinon il va être entièrement conservé au niveau de sa configuration. C'est toujours intéressant, parce que c'est toujours des escaliers en fait qui sont en pierre naturelle. Les sous-faces ici des paliers, c'est de la peinture. Ils savaient très bien limiter au début du XXe. Alors nous voilà justement à ce niveau-là, avec l'accès principal, l'entrée principale en fait côté nord, l'accès secondaire côté ouest. Ici en fait on va trouver 3 salles de classe aussi dans le futur. C'était des espaces qui étaient équipés de vestiaires. Comme ça, c'est la photo d'origine. On envisage l'équiper avec des podiums, des petites estrades et puis des niches en fait avec des tables qui permettront notamment des travails en petits groupes ou individuels en parallèle avec ce qui se passe à l'intérieur de la salle de classe. En tant qu'architecte, à quoi est-ce que vous êtes attentive comme ça quand vous construisez une école? Quelles sont peut-être vos sensibilités? Alors ici, l'école, c'était déjà une école. Donc pour nous, c'est vraiment justement ces questions-là de comment un bâtiment du début du XXe siècle peut encore répondre à nos besoins. Ici, c'est la salle de maître qui va devenir notre salle témoin dans le sens que elle va retrouver, c'est la seule salle dans laquelle on va conserver le podium. Ces podiums en bois avaient été transformés en fait dans le temps, mais on les voit ici aussi sur ces images-là. Et justement, on aimerait améliorer l'accessibilité. On a des photos qui sont malheureusement pas d'origine, qui datent des années 30, où on voit un peu les salles de classe et que comment ça se présentait à l'époque. À l'origine, ce bâtiment-là, c'était une école que pour garçons. Ça, c'est la salle dans laquelle nous, on essaye de tester en fait l'ensemble des choses. On teste les traitements de surface, on teste la résistance, on teste tout ce qu'il faut tester. C'est un compromis finalement entre l'ancienneté, garder quelque chose d'original et puis rajouter dans la technologie d'aujourd'hui. Je dirais presque le plus exigeant en fait quand on intervient sur un monument historique, parce que c'est clair que nos tolérances d'un point de vue confort, chaleur, froid, qualité d'air, on n'a plus les mêmes exigences. On est beaucoup plus exigeant qu'on était au début du XXe. C'est ici, dans cet espace-là, qu'on a ouvert en fait le volume de façon à pouvoir créer cette montée. On aura un nouvel escalier qui va prendre place ici pour monter justement avec l'escalier dans les surcombles et l'ascenseur, je le rappelle, il est de ce côté-là, qui va aussi arriver en haut. On a de la chance, justement par le fait que la charpente elle a été bien ventilée. Elle était généralement en bon état, sauf là en fait au-dessus de la cage d'escalier où on a des remplacements en fait plus importants à faire. Pour nous, c'était très important que ce volume-là reste en fait un volume. Profitez de la vue. Au niveau de l'intervention, au niveau de la toiture, on voit c'est bien ici, donc on conserve évidemment tout ce qu'on arrive à conserver. Dans un premier temps, donc on a mis en place cette toiture provisoire, on a commencé à déposer les tuiles. On a une large majorité des tuiles qui étaient sur le toit, qui sont des tuiles d'origine. En fait, la prémisse, c'est de récupérer un maximum de ces tuiles d'origine. On vise pour l'instant 70% de récupération. Étant donné que c'est des matériaux d'origine, est-ce qu'on retrouve facilement ces matériaux? Nous, on est accompagnés par des experts. Ces experts, en fait, savent faire des recettes pour les mélanges. Et c'est le maçon qui doit les mélanger. Ils sont là avec eux, ils les mélangent avec eux, ils les appliquent. Donc là aussi, c'est toute une série d'échantillons à mettre en place. C'est vraiment fait à l'ancienne. Et d'un point de vue taille de pierre, c'est clair que c'est un métier qui est extrêmement artisanal. La contrainte délai qu'on a, c'est de tout finir pour la rentrée. Du coup, pas 25, sinon 26. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Fais voir ta région. Demain, vous retrouverez Florian Cavalleri dans FC Politique. Et nous, on se dit à mercredi. Bonne soirée à tous.